Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 20 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes le 22 août 2022 et nous sommes réunis pour parler de l'une des plus grosses épines du cactus de la qualité système, j'ai nommé les Change Control. Alors aujourd'hui avec moi, comme d'habitude, nous avons Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Salut Paul-Adrien, écoute, ça va très très bien. Et effectivement, je pense que c'est même plus une épine là, c'est un pieu. T'as mis tes gants de jardinage ? Voilà, c'est ça, ouais, j'ai mis mes gants de jardinage. Et avec moi, une autre habituée, Mélanie. Mélanie, comment ça va ? Ça va très bien. Moi, je suis pas. Bob Change Control, pour moi, c'est pas si une épine du Pixar. Hein. Ah ouais ? Quand c'est. Ouais, non, moi, quand c'est bien géré, ça peut être un outil très puissant. Enfin... Toi, t'aimes bien les change control, c'est bien. J'en ai fait pendant des années, hein, donc. Vous allez mieux que j'aime bien. Hein. Je pense que t'as tout dit dans c'est bien géré. Quand c'est bien géré, voilà. C'est peut-être pour ça que c'est une épine. Et donc, exceptionnellement avec nous aujourd'hui, nous recevons Emmanuel. Emmanuel, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Alors, Emmanuel, on reviendra sur qui tu es dans un second temps. Mais pour en terminer avec cette introduction, je vous propose de passer à la news. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise française, Sanofi. Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose qui s'est passé chez Sanofi au mois d'août ? Non. Non. Désolée, moi j'étais en vacances. Pareil. Moi aussi. J'ai pas suivi les news. À part les problèmes de canicule, voilà. Voilà, exactement. Donc en fait, Sanofi a annoncé la fin du développement clinique de l'amsénestran, À tes souhaits. Voilà, une molécule anti-cancer du sein. Et donc suite à cette annonce, l'action Sanofi a chuté de 5% à la bourse de Paris. Alors en cause, c'était des résultats négatifs d'une analyse intermédiaire sur l'essai de phase 3, donc c'est là où ça fait le plus mal. Et donc c'est une étude qui était en association avec le palbociclib, qui est un anticorps monoclonal. Et donc l'amsénestran, c'est un anticancer du sein anti-ER+, HER2-, qui cible sélectivement les récepteurs aux œstrogènes. Bon, ça c'est pour nos amis pharmaciens qui nous écoutent. Et donc en fait, voilà, arrêt en phase 3, donc c'est la dernière étape avant la mise sur le marché du nouveau médicament. Et donc les cancers du sein, c'est quand même un gros marché parce que ça représente plus de 2 millions de diagnostics en 2020 selon l'OMS, qu'ils ont fait lors d'une présentation en 2021. Et donc contrairement aux petits groupes pharmaceutiques, bon, c'est un échec isolé qui menace pas trop Sanofi. Mais Ouais. du coup, parce que voilà, ils ont quand même là, c'était un truc aussi intéressant, c'est qu'il faut savoir que Sanofi, grâce au Dupixent, est-ce que vous avez entendu parler du Dupixent ? Ouais. Ouais. C'est un médicament qui est utilisé contre l'asthme et certaines maladies de peau. Il faut savoir que le Dupixent, il fait 1/5 des revenus du groupe. Donc ils ont généré au troisième trimestre 2022 2 milliards grâce à ce produit versus 1,2 en 2021. Et ça a fait une croissance de plus de 8,1% du groupe. Donc, ah oui, quand même. Ouais, bon résultat pour Sanofi néanmoins. Mais autre mauvaise nouvelle pour Sanofi, c'est le début du procès sur le Zantac. Est-ce que vous avez entendu parler du Zantac ? Ça me dit quelque chose, mais là je suis plus sûr. Non plus ? Emmanuel non plus ? Non plus. Non plus. Eh bien, du coup, le Zantac, c'est la fameuse ranitidine. C'est un médicament qui est utilisé depuis très longtemps pour traiter les brûlures d'estomac. Et ça a été retiré du marché en 2019 parce qu'en fait, selon des études, ils ont établi que le traitement se dégradait dans l'organisme en un composé cancérigène. Et donc, même si, pour l'instant, hein, en tout cas, ça n'a pas vraiment provoqué... Enfin, on ne sait pas si ça a vraiment provoquer des cancers, mais les premiers procès vont s'ouvrir aux États-Unis avec des patients qui accusent Sanofi et d'autres groupes d'avoir contribué à leur cancer venant du Zantac. Je crois qu'il y a 3500 personnes qui ont ouvert une plainte. Hein. Ouais, quand même. Ouais, donc c'est un médicament qui a été arrêté fin septembre 2019. Mais ce qui est marrant avec le Zantac, c'est que ça a d'abord été commercialisé de 95 à 98 par GSK
puis de 2000 à 2006 par Pfizer, puis de 2006 à 2017 par Johnson & Johnson, et puis de 2017 à 2019 par Sanofi. Donc, c'est le médicament de la patate chaude. Ils vont attaquer qui? Ils vont les attaquer tous ou selon qui a un cancer et quand il l'a pris, quand ils l'ont pris entre les années, quoi. Donc tout le monde est pris dans l'affaire. Donc bon, voilà pour Sanofi, intéressant. C'est quand même voilà un produit qui arrête un essai clinique, ça fait toujours mal, sachant qu'ils vivent sur un cinquième de leur groupe sur un médicament et plus ce procès, ça fait que voilà, Sanofi a pas l'air en grande forme en août. Voilà, je trouvais ça assez intéressant toutes ces nouvelles qui concernaient Sanofi en même temps, et je voulais vous en faire part. Il faut pas qu'ils aient de problèmes trop importants sur le truc qui représente un cinquième, quoi. Ouais, voilà, ça. Et puis pareil. Mais ça a l'air d'être assez... J'avoue, j'ai pas regardé quand est-ce qu'il avait été lancé, mais ça a l'air d'être assez nouveau quand même. Donc bon, ils ont encore quelques années à l'exploiter, quoi. Ok. Voilà, c'est tout pour cette news. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous n'avez pas plus de questions, je vous propose de passer à la partie la plus intéressante de ce podcast, le dossier de l'invité. Allez, c'est parti. Oui, mais je voulais piquer un peu l'introduction à Paul Adrien parce que, comme on en a déjà parlé, pour moi, le change control, c'est un processus qui est un peu différent, qui m'a toujours intéressé. Enfin, je suis tombée un peu par hasard dessus, mais j'ai beaucoup aimé manager pendant plusieurs années. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui trait à la nouveauté, au développement, à l'amélioration continue. Et pour moi, c'est pas un sujet qu'on traite parce qu'on a des problèmes comme les devs ou les OS. On est vraiment dans un sujet où on participe au développement. Mais bon, ça c'est sur le papier, hein, je suis quand même d'accord avec vous. Comme tout autre système qualité, par ceux qui doivent l'utiliser, c'est vécu comme une contrainte. Hein. Pourquoi je dois faire un papier? Pourquoi je dois décrire ça? Et puis non, on parle pas au réglementaire, ça va prendre encore du temps et voilà. Donc c'est vrai que c'est un processus qui a pas mal de dualité entre comment le gérer correctement pour que ce soit une force et puis vivre ça comme une contrainte. Il y a encore du papier à faire. Et on m'a déjà dit aussi, mais là j'installe un nouvel équipement. Pourquoi je fais un change? Parce qu'on modifie rien. Tu l'installes où? Tu le mets dans la cour et tu vas pas l'utiliser? C'est ça. Mais on m'a déjà dit, là c'est pas un changement, c'est une nouveauté. C'est un nouvel équipement que j'installe. Est-ce que je dois réellement faire un change control? C'est vrai que c'est intéressant comme question, ouais, effectivement. Et c'est vrai que si tu fais tout un nouveau bâtiment, ouais, t'as pas forcément, enfin c'est un nouveau bâtiment avec des nouveaux équipements dedans, t'as pas forcément besoin de faire un change control au final. Voilà. Surtout si c'est complètement indépendant. Alors moi je vous avais préparé une petite analyse, enfin une très rapide analyse réglementaire parce qu'au final effectivement bien qu'il y ait beaucoup d'allusions au change control à travers les bonnes pratiques de fabrication, il y a finalement que 2 points qui décrivent essentiellement les change control. Donc on a le point, c'est tout notre fameux point 1.4, hein, vous pouvez aller l'écouter, c'est marqué dans les BPF, qui nous demande de faire une évaluation prospective des changements planifiés et leur approbation avant mise en œuvre en tenant compte de la notification et de l'approbation réglementaire. Et ainsi, donc juste le petit point du dessous, qu'une évaluation après mise en œuvre pour confirmer que les objectifs qualité ont été atteints et qu'il n'y a pas eu d'impact délétère fortuit sur la qualité du produit. Mais ça, on y reviendra dans un second temps. Ouais. Alors aujourd'hui, pour parler Change Control, nous recevons Emmanuel qui est Process Owner Change Control PQR et fournisseur. Un gros panier pour une seule personne. Est-ce que Emmanuel, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous. Donc moi, je suis un produit pharmaceutique. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie pharma. Donc j'ai commencé par technicienne de laboratoire pendant 8 ans. Et un jour, après toutes ces 8 années en microbiologie que j'adore, j'ai décidé de reprendre mes études. Super ça. Ouais, c'était un beau challenge. Et j'ai décidé de faire un master, donc en qualité et en microbiologie. Ouais. Ok.
Donc en fait, je suis rentrée, j'ai fait un truc un peu spécial. Je suis rentrée en 2e année de master pour faire ça sur 4 mois. Après, je suis rentrée en 1re année de master. Tous mes yeux libres étaient imposés. J'ai pas fait de stage, mais j'ai dû faire un rapport de stage. Vu que ça fait 8 ans que je travaillais, j'ai pris un sujet qui était la validation des désinfectants. Ok. Et à l'issue de ces 8 mois qui sont riches en expérience, j'ai validé mon master. D'accord. Et c'était 100% à la fac ? 100% à la fac, ouais. D'accord. Donc pendant 8 mois, je n'étais plus en entreprise. Ah, trop bien. Donc j'ai fait un dossier au FONGICIF pour pouvoir financer tout ça. Ouais. J'ai eu de la chance qu'il soit accepté. Et donc c'est vraiment une expérience riche et j'ai vu aussi que mon expérience professionnelle m'apportait vraiment un plus sur la compréhension des enseignements qui ont été proposés. J'avais un autre regard que ce que j'aurais pu avoir simplement étudiant de 22, 23 ans, quoi. Moi, j'en avais 28. Donc, c'était l'appréhension et la compréhension n'étaient pas du tout la même. Ah, ça m'étonne pas. Je me souviens de l'intervention sur les filtres stérilisants. C'était un gars qui était hyper qualifié, hyper intéressant, mais je me souviens avoir endormi. Alors que j'aurais eu un peu de pratique avec ça, j'aurais écouté avec toute mon attention parce que c'est hyper intéressant, quoi. On n'a pas du tout la même vision. Non, mais ça c'est clair. Hein. Moi j'ai un peu le même souvenir que toi. C'était sur le process de libération et c'était un pharmacien qui était venu nous expliquer toute la responsabilité qu'il y avait derrière et tout comment ça se passait. Ça m'avait un peu fatigué. Et en fait, c'est juste parce que c'était pas assez concret pour moi, en fait. Et je pense c'est ça, en fait. C'est vraiment le mot concret. Pour moi, tout ce qui me parlait, c'était concret vu que je le vivais. Alors, des fois, je n'étais pas forcément d'accord avec eux parce qu'on avait des contraintes dans le privé que dans le public, on n'a pas forcément. Mais c'était très intéressant et très enrichissant, quoi. J'ai vraiment vécu 8 mois magnifiques. Et donc après, tu es revenu dans la même entreprise pour... Je suis revenue dans la même entreprise. Alors, j'ai eu un poste un petit peu amélioré, on va dire. Je m'occupais... je bossais dans un laboratoire prestataire de services. Okay. Donc, je me suis occupée d'un gros client spécifiquement pour les cosmétiques et quelques analyses aussi encore pharmaceutiques. Tout ce qui est bactéricidie, fongicidie, développement de méthodes, surtout inventer des nouvelles méthodes, parce qu'il fallait être très inventif pour arriver à valider plein de choses. Et par la suite, j'ai changé d'entreprise et j'ai intégré une autre entreprise pharmaceutique de la région, où là, je travaillais en tant que qualité opérationnelle, mais vraiment spécifique pour les laboratoires. D'accord. Donc déviation, CAPA, formation. Mais pour les laboratoires Sécu, tu veux dire, ou pour les laboratoires laboratoire Sécu, pardon, excusez-moi. Laboratoire Sécu, contrôle qualité. Sécu, ouais. Voilà. Ouais. Ok. D'accord. Vu mon expérience en laboratoire, c'était le chemin tout tracé. Ouais. Et puis, quand Mélanie a décidé de partir vers d'autres horizons, j'en ai profité pour découvrir le monde des change control. Le monde merveilleux des change control. Oui, le monde merveilleux des change control. Et donc là, ça fait combien de temps que tu t'occupes des systèmes de change control ? Ça fait 4 ans. 4 ans, d'accord. Et le crash test a été brutal ? Le crash test a été brutal parce qu'elle n'était plus là pour m'expliquer. Il y a eu un petit temps de latence entre le moment où je suis partie et le moment où elle m'a remplacée. 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, 6 mois en change control, il y a de l'accumulation qui se fait, à mon avis. Hein. Il n'y a pas que l'accumulation, c'est comprendre le process, comprendre tous les intrants, comprendre tout, quoi, en fait. C'était... Je me suis bien arraché les cheveux, on va dire. Alors, excellente introduction. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un change control et quel est le but des change control ? Alors, un change control est demandé dans les BPF. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en fait, un change control, c'est un moyen de garantir la traçabilité d'une modification si on a un impact sur le produit, la validation, la qualification, les AMM ou des équipements qui sont critiques. L'objectif, c'est d'évaluer et maîtriser les impacts potentiels sur les différents systèmes d'un site, d'une modification qui a un impact direct ou indirectement sur la fabrication des produits. En fait, c'est un système qui va permettre d'assurer la traçabilité et l'évaluation et la maîtrise des impacts. C'est vraiment ça qui est important.
Ouais, donc avant de changer un truc, on se pose la question, est-ce que ça va pas tout nous dérégler, quoi? C'est ça. Avant de dire j'ai une merveilleuse idée cette nuit, on va tout changer, non, on se pose, on réfléchit, on discute avec plein de monde, parce qu'un change control tout seul dans son coin, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment une équipe pluridisciplinaire qui connaît le sujet, qui maîtrise le sujet, pour arriver à faire un change control où on aura évalué tous les impacts. Quand tu dis le sujet, c'est le sujet sur lequel le changement va porter. C'est ça, sur la modification qu'on veut effectuer. D'accord. Et en fait, le plus difficile, c'est définir toutes les actions et tous les impacts dans tous les services. Eh ben, avant d'en arriver aux actions, est-ce que tu pourrais nous décrire le processus de change control qui pourrait être le plus courant, quoi? Comment ça se passe, par exemple, voilà, moi, dans mon service, je veux changer un truc. Qu'est-ce qui, selon toi, devrait se passer? En fait, il faut en première instance définir le changement. Quelle est ma modification? Qu'est-ce que je veux faire? Il faut aussi voir d'où on part, où on va, donc définir la situation avant-après. Pour voir si notre idée de changement va vraiment changer quelque chose. Donc c'est vraiment une description de la modification avant-après, les impacts associés et l'analyse de risque. Et du coup, je me permets d'intervenir, mais c'est la description, mais il faut qu'elle soit compréhensible par les acteurs qui vont devoir décider et identifier les impacts. Et moi, c'est un peu le point qu'on rencontre le plus souvent sur les change control, souvent lié au fait qu'on utilise des QMS qui sont pas très adaptés. On fait des descriptions textuelles et c'est super compliqué des fois d'expliquer le avant, après, juste avec du texte, quoi. C'est pour ça qu'un rationnel ou un document complémentaire peut être rédigé. Après, tout dépend quel système de change control vous utilisez. Si c'est un système papier, si c'est un système informatisé, tout dépend quelle est la manière dont vous allez gérer vos change control. Ouais. Et il est important, et même pour moi obligatoire, de faire une réunion avec tous les services impactés pour leur expliquer la modification. Et de toute façon, la modification doit être validée et approuvée par la hiérarchie. Sans cet accord, une modification ne peut pas être en place. La hiérarchie du service, du service et du site. Du site. Donc tous les change control doivent être approuvés par le site. Enfin, oui, par le directeur d'unité, oui. Du moins, dans le contexte dans lequel je travaille, c'est comme ça. D'accord, non mais. D'accord. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Une approbation qualité et une approbation du service. Mais une approbation de quoi? Est-ce qu'on fait le changement? Est-ce que c'est l'approbation du plan d'action? Est-ce que c'est l'approbation de l'analyse de risque? Parce que du coup, dans notre site, on va avoir plutôt un espèce de comité, même pas forcément comité de direction, mais des fois ça peut être des N-1 qui vont dire ok, on fait ce change control, et après ça bascule au niveau opérationnel, et c'est les opérationnels qui valident le plan détaillé. Mais en fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le change control. C'est que si tu compares au processus déviation, tu vas quelqu'un qui va dire j'ai eu un problème, je le décris, je l'investigue, je l'approuve. Le change control, tu as une variété d'étapes que tu peux mettre à différents moments pour justement évaluer ta modification. Comme tu dis, tu peux avoir une évaluation en amont par des décisionnaires qui vont décider, directeur site, directeur de service, parce qu'ils vont se dire le change control, on va devoir investir du temps et de l'argent, donc je valide le projet avant qu'il démarre. Ou cette approbation-là, tu peux l'avoir en finale en disant maintenant qu'on s'est mis d'accord sur tout ce qui doit être fait, je vérifie si c'est réalisable en termes de ressources, de temps, et c'est là qu'on valide avant de mettre en place. Le réglementaire aussi peut intervenir dans le change control. Tu peux le faire intervenir à différents moments parce que tu as toujours la discussion. Si tu arrives, que tu as finalisé ton projet, tu es prêt à le mettre en place, tu dis au réglementaire, on va faire ça, et le réglementaire, il te répond, non mais les cocos, là, il y a 3 ans d'enregistrement derrière, nous on n'est pas d'accord, ton château de cartes, il s'effondre. Ouais, c'est l'horreur d'avoir travaillé pour rien. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'horreur. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avertir avant, faire des réunions avec tous les services impactés avant, pour ne pas travailler pour rien.
Parce qu'aujourd'hui, le change control est vraiment perçu comme quelque chose de lourd, des fois mal compris. Les gens, ils freinent plutôt des cas de fer en disant non, je n'y vais pas. Alors que c'est quelque chose, comme a dit Mélanie, qui peut être, je ne dirais pas simple, mais c'est un merveilleux outil qui peut justement aider les gens à travailler sereinement. Il faut juste arriver à comprendre toute l'organisation et faire avancer étape par étape. Donc, si on reprend le process, donc on a début ouverture, ensuite, comment on sait que le change control il vaut le coup d'être fait? Parce que moi j'ai un problème avec tout le monde peut ouvrir un change control. Ah bah non, tout le monde ne peut pas ouvrir un change control. D'accord. Déjà, c'est des personnes qui doivent être formées au processus et pas simple lecture de procédure, c'est vraiment une vraie formation au processus change control. Après, c'est des personnes, tout dépend, comme dit quel système vous utilisez, c'est un système informatique ou pas, qui ont déjà accès au système informatique. Bon, ça, c'est un détail. Mais c'est des personnes aussi qui sont dans le domaine, dans le sujet, qui connaissent les particularités, les spécificités de la modification. Moi, je peux pas faire un change control pour la production. J'y connais rien. Par contre, un expert process, un ingénieur de production va pouvoir faire son change control dans son domaine de compétences. Donc, tout le monde ne peut pas faire un change control. Et c'est vraiment important de cibler les gens qui font les change control. Parce que si une personne fait un change control une fois dans l'année, c'est pas possible. Elle n'aura pas les réflexes, les outils, les informations qu'elle doit connaître pour pouvoir mener à bien son change control. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Une personne du coup, effectivement formée qui est capable de décrire correctement tout ce que tu avais dit sur la description du change control, la situation avant, après, et faire une pré-analyse de risque sur son change. Je pense que tu as totalement raison et ça accélère vraiment. C'est une maîtrise méthodologique, quoi. C'est ça. Et puis aussi une connaissance de... Le change control, c'est quelque chose qui est transverse. Donc si on prend l'exemple que disait Emmanuel de l'ingénieur de production, je veux dire, l'ingénieur de production, ok, il connaît son process, mais quelqu'un qui a l'habitude de faire change control, il sait qu'il va devoir aller voir la qualif ou la valide pour savoir il y a des impacts, ou inviter ces personnes-là quand on va parler du change. Il sait qu'il va y avoir des documents à mettre à jour, donc il va impliquer les personnes qui sont dans la mise à jour des documents. Tu peux avoir le réglementaire aussi. Donc voilà, donc il va se dire attends là avant de faire ça, je vais quand même voir l'impact réglementaire parce que en fonction des conséquences au niveau de la MM, je vais peut-être le mettre en place dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 2 ans. Donc voilà, donc c'est important aussi que cette personne-là, elle ait un peu ses automatismes de se poser la question de ok, je dois rédiger le document, il doit être clair et compréhensible par d'autres personnes, mais aussi savoir que quand je vais travailler avec ces personnes-là, quelles sont leurs contraintes et qu'est-ce qu'ils devront à gérer dans le cadre d'un changement. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas formé, qui ne pratique pas, ne peut pas, pour moi aujourd'hui, faire de change control. Mais du coup, moi ça me pose une question et je trouve d'ailleurs que c'est pour moi c'est le point le plus compliqué dans ce process de change control. Quand est-ce que un changement est un change control? Je sais pas, moi je suis technicien de maintenance, tiens je vois que sur ma rampe d'alimentation des comprimés, ça marche mieux quand je fais ça, tac je le fais. Est-ce que j'aurais dû faire un change control? Oui, non. Et du coup, si on dit bah oui il fallait faire un change control, comment est-ce qu'on fait pour entre guillemets éviter que des gens fassent des petits changements comme ça à droite à gauche qui pourraient avoir un impact sans être maîtrisés? Comment on fait pour maîtriser ça, quoi? En fait, il faut avoir vraiment une vision globale sur la gestion des modifications, mais de manière assez globale. Là, c'est plus change control, c'est quelles sont toutes les modifications dans une industrie pharma possibles qui sont présentes. Lister toutes ces modifications et pour accompagner les gens, je suis dans cette modification-là, je veux modifier un paramètre de température. Un synoptique, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est un change control? Oui, non. Alors, c'est pas forcément facile. Je peux vous le dire parce qu'on est en train de travailler dessus. Donc, je suis en plein dedans. Expliquer aux gens dans quel cas faire un change control, c'est quand il y a un impact GMP, mais c'est très vaste pour eux, c'est très vague des fois. Ouais, carrément. Donc, on essaie de les accompagner en leur donnant des exemples, en travaillant vraiment avec tous les pas qu'opérationnels, mais tous les techniciens, tous les services concernés,
et en essayant de procédurer tout ce qui est possible. Donc c'est vraiment une procédure chapeau de la gestion du changement dans sa globalité qui va aider les gens à dire attention, dans ce cas-là c'est un change control, dans ce cas-là je suis la procédure qui m'écrit quoi faire, dans ce cas-là je fais un CAPA, dans ce cas-là je fais autre chose. Parce que vous avez 2 types de changements, vous avez les change control permanents et les change control temporaires. Ouais. C'est un truc que je voulais aborder, c'est est-ce que pour toi une déviation planifiée est un change control un change control temporaire, et est-ce que les déviations planifiées ça devrait ne pas exister ou ça place C'est la question piège là. Alors ça ne devrait pas exister, ce n'est pas un change control. D'accord. Ça ne devrait pas exister clairement, ouais. Et ce n'est pas un change control. Un change control temporaire, c'est en ce moment avec toute la crise Covid et l'Ukraine, c'est mon fournisseur me dit que je suis en rupture de filtre nous on a mis une période de 3 mois. On s'est vraiment restreint pour 3 mois. Est-ce que je passe chez un autre fournisseur pour cette période-là? Après, on a vraiment mis beaucoup de restrictions. Dès lors qu'il y a un impact réglementaire, pour nous, ce n'est pas un change control temporaire. D'accord, impact c'est un change control tout court, du coup. Tout court. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on a un système informatisé qui nous permet de suivre les change control et tous les impacts réglementaires, tandis que les change control temporaires sont encore gestion papier. D'accord. Donc, pour qu'on puisse suivre les impacts réglementaires, on a préféré rester dans le système informatisé. Ok. Donc, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de contraintes, justement pour éviter des dérives. Ok. Mais du coup, pourquoi une déviation planifiée, c'est pas un change control temporaire? Du coup, parce qu'une déviation planifiée, moi je suis tout à fait d'accord, ça ne devrait pas exister. Ce mot est à bannir. Oui. Parce qu'une déviation de base, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Donc si on le planifie, c'est que c'est prévu. Et du coup, pour moi, c'est ok, on sait qu'on va avoir ce problème, on va fonctionner comme ça, on fait une analyse d'impact, une analyse de risque, tout comme un change control temporaire. Mais ça dépend, est-ce qu'il y a des impacts réglementaires ou pas? Est-ce qu'il y a des impacts sur la libération des lots ou pas? Il y a plein de conséquences sur une déviation planifiée. Oui, complètement. C'est pour ça que moi, je l'aurais fait rentrer dans un process change control. Mais en fait, moi, la déviation planifiée et le change control temporaire, je fais la différence entre la philosophie que tu mets derrière. Parce que si on prend l'exemple de ton fournisseur qui te donne plus des filtres, normalement, tu es censé le savoir un minimum à l'avance et pouvoir t'organiser pour gérer ton changement. Et te dire, pour la production que j'ai prévue dans 2 mois, le fournisseur, il m'alerte qu'il n'a pas de filtre et je vais regarder qu'est-ce que je peux faire. Donc là, t'es sûr, tu planifies ton changement et tu gères en amont pour pouvoir assurer la pérennité de ta production, ton produit. Par contre, pour moi, la philosophie derrière la dev planifiée, c'est demain, j'ai ma production, je suis en panade, c'est la catastrophe et j'essaye de trouver par tous les moyens comment maintenir la production parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai la pression de ci, j'ai la pression de ça et que je vais faire un truc à l'arrache pour pouvoir quand même y aller. C'est une déviation tout court. Voilà, c'est où tu mets la différence entre dev planifié et déviation. Il y en a, ils vont me dire, moi, ils me disaient, je caricature quand je dis ça, mais je reviens te voir dans 2 jours et elle sera plus planifiée, la déviation n'aura plus le choix, quoi. Je t'en parle pas avant. Donc ça n'est pas planifié. Je caricature, hein, mais voilà, il y en a qui me disaient, t'es en train de me faire une dev planifiée, on sait qu'on va avoir un problème, et voilà, il me fait, j'attends qu'on soit devant le fait accompli, puis comme ça, elle est plus planifiée, on n'a plus le choix. Mais pour moi, entre dev planifié et change control temporaire, c'est derrière vraiment une différence de philosophie. La dev planifiée, c'est que t'as ton système, il n'est pas suffisamment bien organisé pour que tu puisses gérer les événements en amont et les anticiper et les gérer correctement. La dev planifiée, pour moi, t'as le couteau sous la gorge et que t'as pas le choix, quoi. T'es devant le fait accompli parce que t'as loupé une étape. Parce que rupture de filtre, le fournisseur, il va pas te le dire du jour au lendemain que tu es en rupture de filtre, ou en rupture de tubing, ou en rupture... Par contre, on reçoit une matière première et les analyses sont parallèles dans les délais et la supply dit on en a besoin, il faut à tout prix utiliser cette matière. C'est pas la même chose. Ouais, moi je mettrais une déviation. Mais... Ouais. Mais si on sait à l'avance qu'on pourra pas libérer cette matière avant la fin des résultats, il y a le mot de déviation planifiée qui arrive. Intéressant.
Mais je crois qu'on pourrait faire un sujet de podcast sur les déviations planifiées ou pas. Oui, je pense. Ça peut être un sujet à lui. C'est un vaste sujet. Donc pour en revenir à notre procès, donc une fois que du coup notre change control est bien décrit et caractérisé, après tu as dit il fallait faire une analyse de risque. Alors est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que c'est qu'une analyse de risque ? Alors l'analyse de risque, c'est expliquer en quoi la modification impacte le système concerné. Il faut s'assurer que les risques sont bien identifiés, évalués et arriver à réduire le risque à un niveau acceptable. En fait, il est vraiment important de se poser la question, c'est quel est le risque de faire la modification, mais quel est le risque de ne pas faire la modification ? En général, les gens... Ah, vachement intéressant ça. Ça ils l'oublient. Ouais. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus en formation et je leur dis, première question, quel est le risque de ne pas faire la modification ? Parce que des fois, on se rend compte qu'il y a plus de risques à faire la modification que de rester en l'état actuel. Donc, ça veut dire que la modification à laquelle on a pensé n'est pas la bonne. Ou engendre plus de risques et donc voir comment réduire ce risque à un niveau acceptable. J'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment intéressant du coup, effectivement. C'est la première question que je leur donne. On part toujours du principe que le changement, il faut le faire, quoi. Et donc, il faut c'est plus intéressant de le faire. Alors que pas forcément, effectivement. Pas forcément. Ouais. Pas forcément. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on se rend compte que de faire la modification a plus de risques que de laisser en l'état actuel. Mais vu que la situation fait qu'on n'a pas le choix suite à des problèmes d'approvisionnement, il faut faire la modification. Et de là, l'enjeu, c'est d'arriver à réduire le risque à un niveau acceptable en mettant tout ce qu'on peut en place pour dire c'est bon, j'ai confiance, on peut quand même y aller. On sait qu'il y a plus de risques, mais on peut quand même y aller. C'est pour ça que ces deux questions sont vraiment très importantes, moi, dans l'analyse de risque. Après, comme dit, l'analyse de risque doit être à la mesure de la modification aussi. Vous n'allez pas faire une analyse de risque de 10 pages pour une modification qui peut paraître à premier abord mineure. Très simple. Et comment est-ce que c'est quand s'arrêter alors ? Est-ce que tu as des techniques pour savoir, voilà... C'est l'expérience qui fait. On fait 10 pages ou 3 lignes, quoi. Là, je suis désolée, c'est l'expérience qui fait. C'est à force d'en faire. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas de... C'est pour ça, je reviens à ce que j'ai dit au niveau des change control. Tout le monde ne peut pas rédiger un change control. Il y a l'expérience qui fait derrière. Mais du coup, quand tu intègres une nouvelle personne qui doit faire des change control, je pense qu'il faut au minimum 6 mois d'expérience avant d'être formé au change control. Je forme des gens, aujourd'hui, je leur demande minimum, alors c'est vraiment le minimum du minimum, 6 mois d'ancienneté dans leur poste. Ah oui, parce ok, oui. Avant, c'est pas possible. Déjà, alors les tout nouveaux, entre guillemets, ceux qui sortent de l'école, j'essaie d'éviter autant que faire se peut de les former. Parce que, alors c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est juste que le temps de comprendre les rouages de l'entreprise, tous les tenants, les aboutissants et tous les process, c'est compliqué. Et après, il faut aussi l'expérience. Et l'expérience, à part les années, rien ne peut y faire. Mais en fait, pour expliquer ça, pourquoi on dit 6 mois d'expérience, c'est que la personne, quand elle arrive, elle a plein de choses intégrées. Elle a un nouveau process, elle a une organisation intégrée, elle a un système informatisé ou un système papier. Et donc, en fait, vaut mieux retarder la formation et attendre qu'elle ait un projet à gérer qui va aboutir à un change control et qu'elle mette en application sa formation, plutôt que la former parce que tu lui dis c'est le package d'arrivée, on te forme au système informatisé, on te forme à ci, on te forme à ça, et que quand elle va avoir à mettre en place la première fois, à faire son premier change control, elle aura tout oublié parce que ce sera noyé au milieu de toutes les autres informations qu'elle a eues. Mais ça, c'est même pas forcément qu'une nouvelle. Quand tu as des sites où tu formes 100, 150 personnes qui est capable d'ouvrir un change control, il y en a qui en font un tous les 2 ans. Oui, c'est ça. Ça sert à rien. Il y en a un qui fait à côté de ça. Moi, aujourd'hui, je vais même plus loin. C'est les personnes qui ne pratiquent pas, qui n'ont aucune activité en tant que dans les change control pendant 1 an, ils sont déqualifiés. Ok. Oui, non, mais alors, une bonne règle. C'est radical, mais c'est bien. Non, ça, en fait, vos questions qui vont suivre après, c'est vraiment parler. En fait, je suis dans un cadre de modernisation du processus change control, ce qui fait j'ai instauré plein de règles parce qu'on s'est rendu compte que de toute façon les gens qui pratiquent pas, c'est logique. Au bout d'un moment, ils perdent ce qu'on disait avant, l'expérience. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des gens qui fassent change control de manière sereine et qui n'aient plus peur de les faire. Donc, pour
pour qu'ils n'aient plus peur, il faut qu'ils en fassent. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, est-ce que organisationnellement, ça veut dire que dans ton organisation, tu identifies des personnes dont c'est l'unique boulot, c'est de gérer des change control? Bah non. Bah, c'est ça le problème, c'est que comme dans toutes les entreprises, alors pas dans toutes, mais en tout cas dans la nôtre, les gens font des devs, des CAPA, des change, ils font tout en fait. Je suis pas là pour les former au système informaticité, je suis là pour les former au change control. Ah, j'aime bien entendre ça. Et qui comprennent. J'ai une session, en fait, là, j'ai une session qui va arriver où je les forme au change control en 2 sessions et la 3e fois, je leur explique où cliquer. Parce que cliquer, tout le monde sait faire, c'est pas compliqué. Mais par contre, comprendre la philosophie du change control, c'est différent. Oui, puis même cliquer, limite un mode opératoire, ça suffit, quoi. Il y en a un, mais ils veulent quand même une formation. Donc, on leur fait une formation, voilà. Sachant qu'en plus, le mode opératoire, après, ils l'utilisent pas. Moi, j'ai fait le mode op pour les nuls. Hein. Donc là, ils peuvent pas dire, ils ont tout. Trop bien. Trop bien. Et donc ces personnes qui vont faire, donc ils font une pré-analyse de risque et donc ensuite avec leur change control complété, ils vont aller voir le comité. Pas encore. Le comité vient. Alors nous, on a 2 phases. D'abord, ils vont présenter leur change control au service impacté. Donc déjà, ils vont inviter tous les services potentiellement impactés à une réunion de présentation pour que les gens qui sont impactés réfléchissent aux impacts dans leur service, réfléchissent aussi à la faisabilité de la modification. Parce que des fois, on se rend pas compte, mais des fois, ça peut être à l'automne ou à la maintenance, ça a des impacts collatéraux qui sont assez importants et on n'y a pas pensé. Bah, c'est normal, on n'est pas censé tout connaître et tout savoir dans notre secteur d'activité. Une fois que la réunion avec les services impactés a été réalisée, donc toutes les actions qui ont été reportées par les services impactés aux demandeurs de changement vont être listées. Et après seulement, le change control, une fois qu'il est prêt, parce que là, il est prêt, donc la description a été claire et précise, tous les services impactés l'ont comprise. Les impacts ont été définis, l'analyse de risque aussi a été définie, il n'y a rien qui a été oublié, avec tout le monde qui a participé à la réunion. Après, ce change control-là est présenté en comité. D'accord. Et au comité, il y a donc le responsable de la modification qui est là, son binôme de la qualité, parce que c'est un couple qui fonctionne ensemble, le QP, parce que toute modification, les QP doivent être avertis de toute modification sur site, c'est une obligation réglementaire, le directeur d'unité, et depuis peu, sur site, on a un service qui s'appelle Affaires réglementaires compliance, qui va aussi participer à ces comités. Donc, et donc dans ce comité, il y a très peu de mise en forme qui est fait, c'est genre oui-non. C'est vraiment de la présentation, de la modification est déjà rédigée. On n'est pas là pour faire une modification de texte ou de phrase. On est vraiment là pour dire, voilà, j'ai cette modification-là. On présente les impacts importants, pas les impacts mis à jour de procédures, vraiment les impacts importants. Et on regarde, est-ce qu'il y a un impact sur la libération des lots? Est-ce qu'il y a un impact réglementaire? Et est-ce que les directeurs sont d'accord avec la modification qui est proposée? Et vous gérez combien, et du coup, ça prend beaucoup de temps ou c'est Je sais pas, on va commencer en septembre, en octobre. En fait, Mélanie, on faisait des comités change control et tu peux le dire, Mélanie, après, en fait, ça dérivait, ça prenait des heures. En fait, moi, j'étais dans un système où, quand j'ai commencé à travailler les change control là où j'étais, on était dans un système où le change était préparé par le change owner comme il pouvait, il captait les informations et après il passait en comité, pharmacien responsable, directeur site, responsable val, où on attendait qu'ils mettent le tampon OK. Et en fait, comme les changes étaient mal préparés parce qu'il n'y avait pas toute l'organisation que disait avant Emmanuel avec les gens concernés de préparer, tu avais beaucoup de choses qui étaient bah non, ça va pas, vous n'avez pas pensé à ci, et on avait un retour en arrière. Qui fait que ça souvent, ça, on va dire, c'est ce mot-là, il y avait certaines personnes qui étaient écœurées parce qu'ils avaient passé du temps à préparer ça, et puis au moment où tu veux dire on démarre, on fait ah non, ça va pas du tout. Donc on a retravaillé sur impliquer les experts, donc l'expert validation et les gens du terrain qui vont être intégrés dans la mise en place de la modif et qui permet aussi d'intégrer au fur et à mesure. Tu modifies ça, donc moi j'ai ça à changer dans la procédure. Ah tiens, ça concerne cette étape-là, donc là j'aurai le dossier de l'eau à mettre, et d'avoir une discussion plus concrète aussi sur le contenu.
Mais après, ça n'empêche pas que tu dois quand même avoir une approbation, comme tu dis, du pharmacien responsable, du directeur site ou directeur prod à différents niveaux, parce que pour pas que n'importe qui fasse n'importe quoi, ou on valide les ressources. Enfin, Et donc, t'as pas peur que on te dise que voilà, ces réunions de préparation de l'écriture des change control te prennent trop de temps, La première réunion, le change à rédiger, la première réunion, c'est vraiment pour que les services impactés indiquent aux demandeurs du changement, je sais pas comment l'appeler, aux demandeurs du changement, et quels sont les impacts dans leur service. En fait, c'est plus une réunion de gestion de projet. D'accord. C'est ça. Ils vont présenter la modification. Alors, dans le monde des bisounours, les gens auront lu le changement avant de venir à la réunion. Ils auront préparé leur to-do list avec toutes les modifications. C'est pas le cas. Ils arrivent, ils découvrent la modification, donc ils repartent, ils réfléchissent dans leur coin et puis ils envoient les impacts. Il faut les relancer 10 fois, ils envoient les impacts. En fait, on a vraiment fait un gros travail dessus, mais j'ai vu que c'est une des questions, et je pourrais vous en parler, comment on a géré. Donc là, quand moi je reviens de congé demain, on va commencer à mettre ça en place. On va avoir dans 2 semaines des réunions, des sessions d'information pour expliquer aux gens quel est le nouveau processus. Mais c'est important justement que les gens soient impliqués et réfléchissent vraiment à tous les impacts qu'il y a dans leur service par rapport à la modification proposée. Je suis totalement d'accord. Sans eux, on peut rien faire. Sans la production, sans le terrain, on peut rien faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que la rédaction du change control, ce n'est pas la qualité qui le fait, c'est quelqu'un du service. C'est eux qui sont le plus à même de trouver les bons risques et les bonnes actions à faire, quoi. Nous, en qualité, on n'a aucune pertinence à ouvrir un change control. La seule pertinence de la qualité, c'est de s'assurer que c'était les bonnes personnes autour de la table. C'est ça. Est-ce que vous avez conservé cette notion de change control mineur et majeur? Parce que tu en as rapidement parlé tout à l'heure. Donc, depuis quelques années, il a été décidé de supprimer cette notion de mineur-majeur et de la remplacer par une notion: est-ce que ma modification a un impact réglementaire ou n'a pas d'impact réglementaire? Voilà, trop bien. Donc, est-ce que ma modification doit être évaluée par le service en question qui s'occupe de l'impact réglementaire ou non? Ok. Et ça pourrait pas dire, voilà, si, en gros, pour résumer, c'est majeur à évaluation réglementaire, mineur pas d'évaluation réglementaire? Oui, voilà. C'est sous-entendu. Okay. Ah, c'est bien ça. Mais en fait, des fois, tu te rendais compte que quand tu mets des critères derrière mineur et majeur, il y a des choses, tu as des contraintes réglementaires, par exemple, je sais que pour le Canada, toute modification du dossier de l'eau doit être soumise. Pour les US aussi. Pour les US aussi. Donc, si tu veux, des fois, tu as des modifications mineures de ton dossier de l'eau qui ne changent rien à ton process, mais que tu dois soumettre. Ou tu dois soumettre. Et en fait, tu te retrouves à dire, mon change, il est mineur, mais il a quand même un impact réglementaire. Ouais, donc au final... C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce genre de modification, on essaye, autant que faire se peut, de regrouper au maximum les modifications de dossier de l'eau. Si c'est un produit qui est enregistré dans les pays qui demandent une soumission, justement pour éviter d'avoir des modifications juste cosmétiques à soumettre. D'accord. Et ça, du coup, savoir si c'est un impact réglementaire ou pas, c'est après l'écriture, avant le comité? Après le comité. Justement, parce qu'au comité, maintenant, on a intégré, on a un nouveau service sur site qui est responsable compliance. C'est quand même pratique. Et donc, cette personne-là fait partie du comité de change control, donc va aider justement à dire si potentiellement il y a un impact réglementaire ou pas. Et donc, après, justement, le change control est envoyé en évaluation réglementaire au service concerné. OK. Et une fois que le change control revient de l'évaluation réglementaire, on évalue les impacts réglementaires, s'il y a des soumissions diverses et variées, quel est le délai, quels sont les documents à fournir, et le change control est approuvé. Ouais. Donc, il y a une approbation du change control par le QP et le directeur d'unité. Et une fois qu'on a cette approbation-là, on peut commencer à travailler ou pas en fonction de l'impact réglementaire. Ok, et c'est là où, imaginons qu'il n'y a pas d'impact réglementaire, vous le lancez dans les actions associées à ce change control, quoi. Oui. Ok, et donc les actions qui ont bien sûr été définies par le service concerné, tous les acteurs, c'est eux qui ont défini leurs actions, c'est ça? C'est ça. C'est ça, tous les acteurs, ils sont au courant, ils connaissent les délais, c'est là vraiment une gestion de projet. Hein.
le responsable de changement pilote tout ça, parce que lui, sa modification, il souhaite qu'elle soit mise en place à une date précise, à un moment précis. Donc, il va piloter tout ça de manière assez globale. C'est lui qui s'occupe de dire, bah voilà, tu as une action à finir pour fin juin, on est où, machin. C'est ça. Ok. Et donc, chaque change owner pilote chaque change control qu'il a. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'on parle d'avoir que n'importe qui ne peut pas être responsable de change control, parce qu'après, tu rentres dans la gestion de projet, et pareil, ça, c'est aussi des outils pas donné à tout le monde. Que tu dois connaître, c'est une organisation associée, enfin voilà. Après, tout dépend aussi de la complexité de la modification que tu mets en place, mais voilà, c'est aussi important que ton change control, tu l'accompagnes sur toute sa durée. Pas juste dire, voilà, j'ai tout rempli, le papier il est posté, j'ai eu l'approbation, je m'arrête là. Non, c'est que là que le travail le plus intéressant, finalement, il commence pour pouvoir, là, tu es sur le concret, sur la mise en place de ta modification. Puis il faut suivre toute la modification, s'assurer aussi que toutes les actions nécessaires à la mise en place soient bien réalisées avant la mise en place. Donc là, on a décidé de mettre en place une action qui sera clôturée par la qualité autorisation de passage en routine de la modification. Ok, donc il y a un certain type d'action que l'on pourrait dire bloquante et un certain type non bloquante, quoi. C'est ça. Et il y a la revue d'efficacité qui est très importante. La revue d'efficacité, donc c'est une fois qu'on a tout fini, on vérifie, comme on a dit dans les BPF au départ, une fois qu'on a tout fini, on vérifie qu'il n'y a pas eu... Que la modification... qu'elle n'a pas d'impact. C'est ça. Enfin, ou qu'elle a l'impact attendu, en tout cas. On vérifie sur une... Alors, tout dépend, il faut que la revue d'efficacité soit mesurable. Il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui soit quantifiable. Et donc, on va vérifier sur une période donnée, en fonction des produits qui sont impactés, parce que dans certaines entreprises, on ne fabrique pas toujours les produits à la même fréquence. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de représentatif, statistiquement parlant, on va dire, pour avoir une vraie revue d'efficacité. C'est pas toujours évident à définir. Et c'est les change owners qui vont s'occuper de vérifier l'efficacité aussi. C'est un sacré boulot au final, change owner. Oui, c'est un sacré boulot. Quoi. Mais c'est pour ça, il est vraiment pilote de son change control en fait. C'est vraiment le mot pilote en fait qui est important. Ouais, non, mais c'est sûr, ouais. Ok, et comment après, en tant que responsable change control, vous assurez du bon fonctionnement de tout ce système? Alors, on a mis en place des indicateurs, système de pilotage. Donc, on a, depuis quelques temps, on a mis en place des indicateurs de process lead time. Ouais. Pour voir quels sont les changes qui sont encore dans un statut ouvert dans le système informatisé depuis plus d'1 an. Parce qu'il y a des personnes qui ouvrent des change control dans le système informatisé et puis il ne se passe plus rien après. Donc, est-ce que la modification est vraiment nécessaire ou pas? Quand tu dis à ouvert, c'est pas forcément... il a dit je vais dans le système, je fais new, voilà, et puis il se passe plus rien, quoi. C'est ça? Ça peut être ça. Ça peut être, ou alors des choses où on a déjà approuvé, fait le réglementaire, et là aussi pareil. Non, juste ouvert dans le système. Vraiment en amont. Tu es au tout début tu as ouvert un change control parce que tu avais décidé que tu avais une idée qui avait l'air intéressante, et puis on s'est arrêté là. Donc maintenant, tous les change control qui sont ouverts dans le système depuis plus d'1 an, en ce moment sont challengés, discutés. Est-ce qu'on va vraiment faire la modification ou pas? Quand est-ce qu'on va la faire? Et sinon, ils seront supprimés. Il y en a qui prennent, il y a des change control qui prennent fatalement plus d'1 an, mais bon, c'est normal et voilà quoi. Oui. Oui, là c'est normal, mais juste parce qu'il y a différents statuts dans le système informatisé. Si le statut n'est pas juste ouvert, il suit son cours. Nous, vraiment, on cible. On a ciblé là-dessus parce qu'on a remarqué qu'on en avait beaucoup. On a différentes étapes d'évaluation et d'approbation. Donc là, on a mis des délais sur ces étapes. Donc l'évaluation et l'approbation, on a mis des délais à 15 jours maximum. Ah ouais. Oui. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des dérives en fonction des services ou des personnes. Ça peut arriver. Ok. Après, on a mis des indicateurs de compliance. Donc là, on veut s'assurer que toutes les actions qui étaient nécessaires pour permettre le passage en production de la modification ont bien été réalisées et vérifiées par la qualité et donc clôturées. Ça, c'est automatiquement, c'est facile à faire avec votre système informatisé, ça. Parce que ça, en vrai, ça peut être assez chaud. Non. C'est ce que je pensais. Ça, non.
Mais même quelques choses avant, je fais beaucoup de travail à la mano. Mais bon. Ok. On y arrive. Ça me fait du travail, mais on y arrive. Et en fait, on a aussi dans le système, on a donc des actions, comme on dit, qui sont nécessaires pour la mise en production, des actions qui sont nécessaires ou pas qui ont un impact sur la libération des lots, et des actions qui ont ni un impact sur la mise en production, ni un impact sur la libé des lots, mais qu'on doit quand même faire. D'accord. Et ces actions-là, en général, elles sont oubliées une fois qu'on a mis la modification en place. Parce qu'elles sont pas importantes, mais il faut quand même les faire. Donc là, on a mis un indicateur. C'est un indicateur à titre informatif. On aimerait que ces actions soient réalisées dans un délai de 3 mois après la mise en place de la modification. Donc les actions non bloquantes, elles ont c'est dans les moins de 3 mois après la mise en place du change control. D'accord. Après, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Et ça, du coup, vous avez un truc pour traquer action non bloquante, date de Oui. fin d'action bloquante. C'est pas mal. Alors, c'est ambitieux, hein, Ouais. on y travaille. Bon, après, voilà. Hein. C'est encore une fois, c'est une question de pilotage. Hein. C'est ça. De toute façon, il faut un pilotage. S'il n'y a pas de pilotage, le processus ne pourra pas vivre, il ne pourra pas grandir, il ne pourra pas évoluer, s'adapter aussi aux contraintes de la production ou de différents services. Ok. Et donc, la clôture du change control, elle se fait par qui alors ? La clôture se fait par la qualité opérationnelle du service concerné. Tu vas vérifier que toutes les actions ont bien été faites, que les actions non bloquantes ont bien été faites aussi. C'est ça. Clôturer, c'est bon. C'est ça. C'est vraiment un binôme entre le change owner et la qualité opérationnelle du service. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le processus de change control ? Qu'est-ce qui rend ce processus particulièrement complexe et pénible ? En fait, c'est l'incompréhension du processus par les personnes. C'est quand est-ce que je dois utiliser ce processus, ce qu'on disait avant. Les étapes, elles sont jugées complexes. Les gens n'ont pas forcément la compréhension des rôles et responsabilités de chacun, qui doit faire quoi. Établir. Quels sont l'attendus des impacts. Et ce processus est vraiment jugé et perçu très contraignant, en fait. Il est perçu long, compliqué. Et en fait, les gens ne se sont pas appropriés ce processus. Ils sont perçus comme un frein à l'amélioration, le change control. C'est ça. Ouais, c'est ça, moi je trouve que c'est comme tout processus qualité. Hein. Quand tu les vis comme une contrainte, tu vas pas y aller. Alors que si déjà tu as une bonne gestion de projet dans la préparation, ta modification, le change control, faire la documentation qui va avec, c'est juste une étape. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et c'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre souvent, parce que moi, c'est ce que je leur expliquais quand j'étais au change control. Je dis, mais si ta préparation, elle est faite correctement, que tu sais ce que tu modifies, ce que tu as à modifier, quand vous allez le faire, comment vous allez le faire, rédiger ton change control, ça va pas être un problème. Sauf que les gens, ils comprennent pas que si tu t'es pas mis d'accord sur ce que tu dois faire, c'est là que c'est compliqué de rédiger ton document. Et c'est là que tu as des problèmes quand tu vas vouloir mettre en place, parce que le planning, il est pas clairement défini, parce que les gens, ils savent pas quoi faire. Donc c'est ça, en fait, qu'ils ont du mal à comprendre. C'est que c'est pas le change control qui pose problème. C'est si tu fais pas ce qu'il faut pour que chacun sache ce qu'il a à faire, comment il doit le faire et quand il doit le faire, bah c'est là que ça marche pas. Et change control ou pas change control, ça change rien. Ouais, c'est clair. Bah, du coup, si tu fais pas ça, ça sera compliqué forcément et tu vas rater des choses, quoi. Donc, en fait, t'as plus d'avantage à le faire. C'est ça. Mais ça reste une image fortement ancrée. Hein. Moi, il y a un an ou deux, là, j'avais un directeur de site qui me disait, mais le change control, c'est ce qui empêche l'amélioration continue sur les sites, quoi. Mais non, ce n'est pas vrai. Ouais, non, mais... En fait, c'est vrai. En fait, on a fait. En fait, c'était la question suivante comment améliorer le processus. En fait, moi, je suis dans une situation l'an dernier où c'était ça. C'était ça sert à rien, on n'y arrive pas. C'était la guerre de qui allait faire, qui allait change owner. Donc les gens passaient une demi-heure ou une heure à s'envoyer des mails sur qui allait faire quoi, alors que le tout était déjà rédigé, quoi. Donc on a décidé de prendre le processus en main et de voir comment on pouvait l'améliorer. Et après, tu restes quand même dans une industrie pharma où tu as des choses, des étapes à respecter, une réglementation à suivre. Donc ça, c'est sûr, tu resteras à avoir des contraintes. Mais pour moi, le change control, c'est pas une frein à l'amélioration continue. C'est sûr que si tu dois installer une nouvelle boucle d'eau ou un nouvel équipement, bah, tu vas avoir de faire de la qualification, des choses comme ça, et c'est ça qui prend du temps.
mais ton change control. Oui, dans tous les cas, tu devras le faire. Voilà. Mais ça c'est de la route, c'est de la entre guillemets de la routine. Qualification, validation, c'est quelque chose de, c'est pas le change control qui va Si le change control, il va t'obliger à le faire. C'est normal, il faut le faire. s'assurer que c'est marqué quelque part que ça doit être fait. Il va juste s'assurer que ce soit bien fait. Oui, c'est vrai. Non, mais ce que tu dis, Paul-Adrien, c'est important. On va s'assurer. En fait, c'est la traçabilité, quoi. C'est ça. Ça a été fait et pour me prouver que ça a été fait, quoi. C'est ça. Et puis Mélanie, quand tu dis que c'est obligatoire, oui, c'est obligatoire, mais c'est obligatoire parce que du coup, il y a que il y a des avantages à le faire, quoi. Enfin, c'est ça qui a. Enfin, c'est toujours ce paradoxe avec la réglementation. Ouais, c'est écrit, donc on doit le faire. Non. On doit le faire parce que ça a des avantages. Alors ils l'ont écrit dans la réglementation. Oui, non, mais voilà, c'est toujours bien de se mettre d'accord sur ce qu'on va le faire et comment on va le faire autour d'une table avec les gens qui sont concernés, plutôt que de se dire j'y vais et puis après ah tiens ça marche pas, ah tiens mais pourquoi l'alarme elle est pas réglée comme je devais, ah mais voilà, ah mais pourquoi la doc elle est pas prête, mais je sais pas ce qu'il faut que je mette dedans, enfin voilà. Donc selon toi Emmanuel, donc pour améliorer le processus de change control, en 1, savoir qu'est-ce qui est un change, qu'est-ce qui en est pas, avoir un document d'ouverture clair rédigé par des personnes formées, avoir un RACI sur qui fait quoi quand pour le change control. Et un CIPOC aussi. Nous, on a fait un RACI et un CIPOC. En fait, on est parti d'une page blanche pour vraiment tout reprendre à zéro, toutes les étapes du processus. Et vraiment, on a fait un RACI, un CIPOC avec les irritants, les bloquants, et quels sont les outils qu'on va pouvoir mettre en place. Un CIPOC, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est une façon de décrire avec les données d'entrée, le process, les données de sortie, etc. Et étape par étape, quoi. C'est ça. Qui est le fournisseur, qui est le client, quelles sont les données d'entrée, les données de sortie. Et à chaque fois, on reprend le client qui devient le fournisseur. Exactement. Et avec ces outils-là, on a vraiment pu voir où étaient nos irritants, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place à côté. Moi, j'avais mes idées, point de vue qualité. On a fait des groupes de travail avec la production, l'OS, les QIO. Mm-hmm. Et ils nous ont donné leur avis. Et donc, on a adapté par rapport à leurs besoins. C'est eux qui nous ont vraiment dit ce qu'ils avaient besoin et comment ils en avaient besoin. Et c'est ce que je dis depuis toujours, sans eux, on ne peut pas travailler. Donc, vraiment, ce processus-là, sans les gens, on n'y arrive pas en fait. Et si on montre aux gens qu'il n'est pas compliqué, que c'est une perception de leur esprit, ça va être simple demain. Ça va être comme vous avez dit avant, le monde merveilleux des change control. Et il faut que j'en sois convaincu. Hein. Et qu'est-ce que tu penses des change control, des formulaires d'ouverture de change control préconstruits, enfin, c'est-à-dire avec pour les change control par exemple un peu standard? Je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'on a toujours, en fait, en ce moment, avec toutes les ruptures qu'on a, on a toujours la même chose. La situation avant-après, c'est le fournisseur peut pas nous fournir telle matière. Après, on change de fournisseur. Les impacts, l'analyse de risque, elle est dans 90% des cas la même. Mon vieux Pareto, 20% des change control font 80% des formulaires, quoi. Ouais, j'ai un avis mitigé là-dessus. Parce que le problème du change control, c'est que oui, tu vas avoir souvent le même change control qui revient, où tu vas pouvoir avoir quelque chose de standardisé. Mais la fois où tu as un cas particulier, faut aussi savoir sortir du système standardisé et pas rester dans ce qui est standardisé, parce que c'est là que tu oublies des trucs et c'est là que ton change control il devient invivable. Non, mais standardisé dans le sens, c'est quelles sont les choses à ne pas oublier. Tu vois, c'est vraiment... je dois pas oublier de faire une étude d'extractive, de relargable, de faire des lots de validation, vraiment des choses standards. Ce qui n'empêche pas d'ouvrir ton esprit pour voir s'il n'y a pas d'autres choses. Derrière, si tu fais toujours le même type de change control de manière récurrente, pourquoi ne pas procédurer et en faire un vrai process autre que change control et garder le change control pour les changements qui sont pas toujours les mêmes, quoi. Pas forcément, parce qu'il faut quand même s'assurer de l'impact réglementaire. Voilà, c'est ça. Oui, mais dans ton processus, tu peux prévoir une étape de vérifier l'impact réglementaire. Alors ça, c'est vraiment une question d'organisation de l'entreprise.
Typiquement, l'exemple là-dessus, c'était un site qui faisait du développement et des produits cliniques. Et en fait, régulièrement, ils intégraient des nouveaux produits. Et finalement, ils avaient procéduré, ils avaient un processus d'intégration de ces nouveaux produits pour le développement. Oui. Et ils passaient plus forcément par du change control. Alors que sur d'autres sites, intégrer un nouveau produit, c'est un change control. Oui, mais dans ce cas-là, je comprends. Mais moi, j'ai connu des structures aussi qui évaluaient en cas de modification du système informatisé. En fait, tu avais un formulaire, tu regardais ce que tu changeais dans ta version, et tu pouvais dire, ah bah là, je modifie ça, modification mineure, j'ai juste ça à faire comme check au moment de la modification, et ta modif a été tracée, enregistrée, évaluée, et tu disais, bah là, je reste dans le cas numéro 1 où t'as ta checklist, tu le fais et tu mets en place. Alors que ça pouvait aussi t'aiguiller sur un truc beaucoup plus vaste en disant ah bah non, là il faut que je requalifie tout mon système, va y avoir aussi mon infrastructure à vérifier, et là je suis trop conséquent pour le gérer de manière light, où je vais avoir testé des fonctionnalités, et là je bascule dans le côté change control. Donc oui, tu peux avoir des systèmes en parallèle qui permettent de dire je suis dans le cas où c'est facile à gérer, je sais ce que j'ai à faire, je fais toujours la même chose et je déroule, et vous dire ah bah non, là ça devient plus complexe, il y a un impact réglementaire et je suis dans le système change control. Il faut vraiment faire attention aux différents modes de changement qu'on met en place. Parce que si on dit que c'est un change control, après on a une procédure pour modifier, par exemple, comme tu as dit, les nouveaux produits. Si on a une procédure qui explique comment modifier telle ou telle chose, on va se retrouver avec X, 20, 30, 40 modes de changement, et c'est pas possible, c'est pas gérable en fait. Donc si on multiplie chaque mode de changement dans son coin, parce qu'on estime que justement on veut éviter de faire un change control, à la fin on va plus s'en sortir, on pourra plus le gérer. Oui, en fait l'exception devient la règle, et du coup c'est le bordel. C'est ça. Et donc, ensuite, pour pas perdre le contrôle du process change control, le but aussi, c'est de bien définir comment on effectue le pilotage des actions, enfin des change control en général et des actions pour que on s'assure que ça avance, quoi. C'est ça. Et ça, c'est le change owner qui le fait, le responsable du change control. Tout dépend comment on l'appelle. Est-ce que vous avez défini un maximum de change control qu'un change owner peut gérer, ou il n'y en a pas? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais c'est une très bonne remarque. Est-ce que ça peut vite être compliqué, et c'est là où je suis en retard, puis tant pis. C'est ça. Alors moi, comme je suis désolé, j'ai dû m'absenter une partie, mais du coup, vous avez parlé de la vérification après la mise en place du change. Un peu, mais par contre, on n'a pas vérifié. Enfin, du coup, on a dit que ça devait être quelque chose qui devait être mesurable. Par contre, on n'a pas dit comment on le formalisait. Du coup, c'est pas une action bloquante vu que le change control. Nous, c'est une action du change control. Ah, ok. D'accord. Nous, c'est une action du change control, et si une revue d'efficacité ne peut pas être définie, on doit justifier pourquoi. On peut pas en faire une. D'accord. Donc en fait, la revue d'efficacité est obligatoire dans tous les cas, mais si on n'arrive pas à en définir une parce qu'il n'y a pas de paramètres mesurables, il faut le justifier. D'accord, et du coup c'est une action non bloquante qui sera fermée, et du coup le change control sera fermé lorsque l'efficacité aura été vérifiée. C'est ça. Pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Ok. Est-ce que j'avais d'autres questions? Non, moi je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Emmanuel? N'ayez pas peur des change control, c'est magnifique. C'est merveilleux, c'est mieux merveilleux. Merveilleux. Non, mais c'est vrai que moi j'avais écrit un truc comme quoi les change control c'était un peu comme un problème de dents. On a graduellement des signaux indiquant qu'il y a des problèmes, mais vu qu'on peut vivre avec, on décide d'ignorer les problèmes. Et une fois qu'on commence à faire la grimace à chaque fois qu'on mange des glaces ou du chocolat, c'est le moment d'aller chez le dentiste. Et quand on va chez le dentiste, on s'aperçoit en fait, c'est trop tard. Il faut racheter la dent et mettre un pivot, donc ça coûte super cher et ça fait super mal.
Donc, au plus vous mettez rapidement votre processus change control sous contrôle, grâce, justement, là, on a donné plein de pistes pour améliorer tout ça. Il y a plein de choses. On n'est pas obligé de tout mettre d'un coup, mais d'abord un formulaire, mettre un RACI, faire un CIPOC, comme d'hab, de toute façon, définir le processus. Du coup, petit à petit, ça va remettre sous contrôle, regarder l'encours, mesurer l'encours et regarder où on en est. Regarder les actions, savoir chaque action de change control, savoir est-ce qu'on peut les faire avancer, etc. Tout ça, ça peut aider à remettre le processus. Le pilotage. Ouais, le pilotage, voilà. Ouais. C'est ça, le pilotage. Toujours et le même sujet, le pilotage. Ouais. Donc, pour conclure, Emmanuel, est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions, et si oui, comment peuvent-ils te contacter ? Oui, ils peuvent me contacter sous le podcast. Ouais, on transmettra les questions. Et après, ou alors, sur LinkedIn, tu as un profil. Il y a mon mail. Ouais, j'ai un profil. Il y a mon adresse mail, je pense. Ouais, ok, très bien. Donc effectivement, tu seras tagué dans le podcast, donc les gens n'auront pas de mal à te trouver. Et Arnaud, nous, comment on peut nous trouver du coup sur l'internet ? Sur l'internet. Non, comme d'habitude, principalement LinkedIn. Le podcast sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. La chaîne YouTube, Académie de la qualité efficace. Et je le redis, mais le mieux pour nous suivre et avoir un maximum d'informations, de news ou même d'astuces, LinkedIn, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Yes. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel et merci beaucoup Mélanie de nous avoir présenté Emmanuel. C'était super instructif. De rien. Merci à vous. Et puis, on se retrouve. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, à plus. À bientôt.